Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Manon Saillard, chargée de communication et projet pour HEI Alumni. Ok, bonjour à tous et ravi d'échanger avec vous. Merci Manon pour l'organisation. Voilà, un petit peu pour le parcours. Donc après, au niveau de l'aquaponie, j'ai découvert ce moyen de production agricole aux États-Unis. Donc c'est un modèle de production qui est très mature au Canada, US et Australie. Et reconnu là-bas. Donc, notamment, la grande différence, c'est que c'est certifié bio là-bas et ça peut pas être certifié bio en Europe. Et donc, déjà aux États-Unis, j'avais cette volonté de vouloir me rapprocher un petit peu des besoins essentiels de l'être humain et notamment par amour pour le bon manger, partir vers soit des petits restaurants, soit de la production alimentaire. Donc, je pense que c'est l'appel de la technicité du moyen de production qui a fait vibrer mon côté ingénieur, la technicité de l'aquaponie, pour me dire, tiens, ça serait intéressant de lancer des productions maraîchères et piscicoles en France en aquaponie. Donc, je réfléchis sur ce projet depuis 2 ans. Je travaillais pendant ces 2 ans sur le métier que je connais. Et donc là, l'objectif, ça va être d'accélérer un petit peu le projet. Donc, je devrais créer une entreprise individuelle dans les prochains jours pour commencer à vendre des tomates aux restaurateurs de la région de Rouen. Et je suis sur un projet d'acquisition d'un terrain d'1 hectare sur la métropole de Rouen pour installer une activité agricole à plus grande échelle. Donc, faire des légumes fruits, type tomates, poivrons, aubergines, des légumes racines, type patates, carottes, radis en pleine terre. Puisque c'est ce que j'ai pu découvrir dans mes 2 ans d'expérience en aquaponie, c'est que ce qui pousse bien en aquaponie, c'est tout ce qui est légumes feuilles et aromatiques. Donc, je vais me concentrer là-dessus, faire de l'aquaponie pour les salades, persil, basilic, etc., couplé à de la truite, et faire le reste en pleine terre. Donc, dans un modèle agroécologique, c'est une production qu'on appelle en maraîchage sol vivant, donc non-travail du sol, pour faciliter le développement de la biodiversité du sol. Donc, cette slide un petit peu historique pour voir d'où est-ce que vient l'aquaponie. Donc, c'est quelque chose, un mot qui s'est développé dans notre culture actuelle depuis les années 70, mais un modèle de production qui a été utilisé par différentes civilisations pour approvisionner les grandes villes en végétaux et sécuriser un approvisionnement alimentaire de très grandes villes comme anciennement Mexico d'aujourd'hui, qui était développé à l'époque il y a peut-être 1000 ans ou plus sur ce modèle de culture. Donc, ce qu'on peut retrouver en tout cas vraiment dans la littérature qui s'en rapproche, c'est la rizipisciculture chinoise. Donc, mettre des poissons dans les productions de riz pour amender le riz par les déjections de poissons. La deuxième grande influence de l'aquaponie, du coup, c'est les Aztèques qui récupéraient les boues au fond des marais pour les remettre en surface sur des radeaux flottants pour produire leurs végétaux. Un petit peu pour l'histoire. Et du coup, aujourd'hui, l'aquaponie, ça s'est vraiment développé dans la culture anglo-saxonne. Et il y a un réel intérêt sur l'agriculture urbaine, puisque du coup, on n'a pas besoin de terre pour produire. On peut mettre un système aquaponique dans un parking sous lampe, dans un sous-sol, ou sur le toit d'un immeuble sous une serre. Il faut juste avoir dimensionné l'immeuble pour pouvoir y mettre des grands stocks d'eau. C'est quoi l'aquaponie? Donc, c'est un équilibre entre 3 milieux, donc entre le poisson, la plante et la bactérie. Donc, pour faire simple, on est dans un système en boucle fermée. Donc, la grande différence avec la pisciculture, qui est un milieu qui va beaucoup se développer dans les années à venir, le milieu piscicole, puisqu'on doit approvisionner en poissons la demande, et arrêter d'appauvrir les océans. Donc, il faut développer notre production humaine en terre de poissons. Donc, des poissons comme la truite, notamment, qui est un poisson d'eau douce qui se reproduit très facilement. Donc, un équilibre entre le poisson, le végétal et la bactérie. Donc, le végétal,
Moi, mon expérience personnelle, je trouve que ce qui pousse bien, c'est la salade. Mais après, on retrouve des projets en aquaponie qui vont faire la salade. Je fais aussi de la fraise. Mais qui vont faire du coup autant de la fraise, de la tomate, d'aubergine, du poivron, etc. Il y a des gros projets qui se montent en France là-dessus, qui ont vraiment un panel diversifié de légumes. Je pense à Nutrit, par exemple, NUTR2ET, ou Ozon, EAUZONS, qui sont deux gros projets là, qui sont en train de se monter en France. Pour ceux qui s'intéressent à l'aquaponie, je vous invite vraiment à aller voir ces deux sociétés qui sont présentes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, et qui sont en train de monter en puissance. Excuse-moi, Maxime, tu Oui, pourrais juste redonner les deux entreprises? Tu dis Ozon et l'autre, c'est? oui, Nutrit, NUTR2ETS. Ok, merci. Donc Nutrit qui vend déjà des paniers, et Ozon là qui va vendre ses premiers poissons. Donc eux, ils font du saumon là dans les prochaines semaines. Enfin, c'est les deux que j'ai en tête tout de suite, mais il faut savoir que quand je suis arrivé en France, donc en 2018, il y avait peut-être une dizaine de projets qui commençaient à se monter, enfin qui commençaient à vendre en France. Là aujourd'hui, à mon avis, on doit être à une cinquantaine de projets. Donc dans toutes les villes de France, il y a des projets. Donc où vous soyez, vous pouvez être sûr qu'il y a déjà un projet en aquaponie. Il y a un gars qui est en train de se lancer à Lille sur un truc assez énorme. Je sais que là, à Rouen, c'est pareil. Il y a un gars qui veut se lancer. Il a commencé la production des serres. Il veut faire, je crois, 1 hectare sous serre pour approvisionner Paris, etc. Enfin, il est à proximité de la 13, il est proche de Rouen, mais il veut approvisionner les grandes villes. Donc voilà, il y a des gros projets là qui sont en train de se monter aux quatre coins de la France. Justement, c'est une filière qui est en train de se construire. Toute la filière doit être construite en France, hein, de l'approvisionnement en nourriture pour les poissons, l'approvisionnement du matériel pour construire l'aquaponie, jusqu'à la distribution, et le système de normalisation, puisqu'on ne sera pas certifié bio, c'est contre les règles européennes. Il va falloir créer des certifications pour prouver et montrer que l'aquaponie, c'est quelque chose de sain pour l'environnement et pour la santé du consommateur. D'accord. Et aujourd'hui, donc c'est que des projets. T'as pas de choses qui sont déjà sorties de terre dans Si, certaines donc, villes. le premier projet qui est sorti de terre en France, c'est à Bordeaux, et ça s'appelle De l'eau à la bouche. Ça fait donc son business plan est trouvable sur Internet. Moi, je peux l'envoyer si besoin. Qu'il avait créé donc quand il s'est installé en 2016-2017. Et lui aujourd'hui, donc ça fait 3-4 ans qu'il est installé. Et il est aussi bureau d'études pour accompagner d'autres porteurs de projets. Je ne sais plus le nom, Grégory Biton, l'eau à la bouche. Et tu parles du fait que, je sais pas si tu m'entends, Oui, vas-y, Maxime? je t'entends. Oui. Ouais, donc tu parlais du fait que ça pouvait pas être reconnu certifié bio. Quelle est la raison en fait de cette impossibilité de certification justement pour la France, enfin, ou l'Europe peut-être en Voilà. général? Donc dans l'Europe, dans la certification bio, il faut que ça pousse en terre. Donc tout ce qui ne pousse pas en terre n'est pas certifiable bio en Europe. J'adore. Je travaille en certification et, et j'adore encore voir les limitations qu'on arrive à imposer. Ok, génial. Voilà. Donc si on veut être certifié bio, il faut aller produire au Canada, Australie, États-Unis. Là-bas, c'est certifié bio et c'est très mature, très reconnu. Ça plaît aux investisseurs. Enfin, c'est quelque chose qui est très en vogue pour approvisionner justement aux États-Unis. On est très business et puis très sécurité. Donc on se dit aujourd'hui, 95% de mes tomates elles viennent du Mexique. Il y a un système qui peut produire sur le toit de mes immeubles, voilà, chez moi, et sécuriser l'approvisionnement en tomates de mes concitoyens. Politiquement, aux États-Unis, c'est très valorisé. Et donc, je disais, là, pour revenir sur cette slide que je vous montre, il y a un équilibre entre trois milieux. Donc, il y a un dernier milieu, c'est la bactérie, puisque nous, en aquaponie, donc on nourrit la truite, enfin, le poisson. Moi, je fais de la truite, mais ça peut être différents poissons. Il y a des gens qui réfléchissent à faire du saumon. Donc, eux ont fait du saumon. Je crois qu'il y a une société, j'ai oublié le nom, en Bretagne, qui fait de la crevette. Enfin voilà, il y a différents modèles. Le modèle le plus répandu en France, donc, moi je fais ce qui marche, ce qui est reconnu comme fonctionner bien, la truite. Donc on importe un intrant et on peut réfléchir à comment optimiser cet intrant. Donc, moi je mets du granulé à mes truites et en gros c'est tout ce qu'on met dans le système. Donc après la truite elle a une déjection. Cette déjection elle est transformée par la bactérie. Donc la déjection c'est de l'ammoniac. Et donc il y a une double transformation bactérienne de l'ammoniac en nitrite, puis du nitrite en nitrate. Et le nitrate, c'est de l'engrais azoté assimilable par les plantes. Et donc, il faut mettre l'environnement
qui va permettre à ces bactéries de se développer. Et l'environnement, c'est de la surface. Donc, la bactérie se pose sur de la surface. Et donc, on voit sur cette slide des billes sur lesquelles il y a énormément de surface pour pouvoir développer nos familles de bactéries. Et donc, il faut un équilibre. Il faut dimensionner son système aquaponique, se dire, OK, moi, je veux produire tant de mètres carrés au sol de production végétale. Pour ça, il me faut tant de mètres cubes et tant de kilos de poissons. Et pour ça, il me faut tant de mètres cubes d'espace pour développer mes bactéries. Voilà, c'est tout un calcul à faire après pour dimensionner en fonction de ce qu'on veut. Il y a des gens qui veulent partir du poisson, dire moi je veux faire tant de kilos de poissons, il me faut tant de mètres cubes. Donc pour filtrer les poissons, il va me falloir tant de mètres carrés de production et puis tant d'espace pour les bactéries. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, je disais aussi, voilà, il y a une réflexion sur les intrants. Donc aujourd'hui, l'intrant, c'est du granulé. Donc il y a différents niveaux de qualité de granulé. Moi, personnellement, j'utilise un granulé qui est semi-bio et donc semi-animal. C'est des résidus de la pêche intensive. Et donc aujourd'hui, il y a Ozon qui est en train de faire de la recherche sur de la production d'insectes pour approvisionner les poissons. Donc c'est à l'état de recherche aujourd'hui parce qu'il faut approvisionner en grande quantité. Pour faire de l'aquaponie au fond du jardin, il y a des gens qui nourrissent leurs truites avec des vers de terre. Donc on a un petit système de vermicompost pour produire beaucoup de vers de terre. On donne du ver de terre. Donc voilà, la truite, elle peut manger du ver de terre, elle peut manger de l'insecte, elle peut manger des petits poissons, mais de façon professionnelle pour pouvoir faire suffisamment de truites, hein, c'est-à-dire plusieurs tonnes par an. Il faut le seul intrant qu'on a, c'est du granule industriel. Donc il faut justement que la filière se crée, qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent de la nourriture à base d'insectes pour qu'il y ait un intérêt à produire en grande quantité de la nourriture à base d'insectes et que le prix baisse. Donc aujourd'hui, mon granulé, il coûte 2 euros le kilo. Les premiers prix à base d'insectes, c'est 10 euros le kilo. Et la truite sur les marchés, sur la filière, elle se vend brute entre 12 et 15 euros le kilo. Donc acheter une nourriture à 10 euros le kilo pour vendre sa truite entre 12 et 15 euros le kilo, c'est pas rentable. Je pense que tu pourrais développer, Maxime, les bactéries là, avec les supports au niveau des superficies de développement. Ouais, donc la bactérie est Intéressant. naturellement dans notre environnement, donc elle va se développer naturellement sur les supports. Pour accélérer ce développement, on peut intégrer de la bactérie, donc ça se vend à Leclerc Jardin ou autre, hein, pour les personnes qui veulent faire un aquarium. Voilà, il faut créer sa famille de bactéries et donc ça met du temps. Ça met à peu près 3 mois pour développer la bactérie. Parce que si on ne développe pas la bactérie, je crée un système, je pose 20 kg de truites au mètre cube dans le système, toutes mes truites meurent au bout de 15 jours. Pourquoi? Parce qu'elles sont mortes dans leur déjection, hein. Il y a un surplus d'ammoniac et la truite ne supporte pas l'ammoniac. Donc c'est vraiment l'équilibre est très important. Il faut vraiment avoir mis les bactéries pour pouvoir mettre la bonne quantité de truites pour pouvoir produire. Alors, après, ça prend du temps. Les gens que j'ai pu rencontrer disent qu'il faut 1 ou 2 ans pour trouver un bon équilibre poissons, végétaux, bactéries. Mais globalement, la bactérie, elle arrive toute seule. Donc, quand on lui donne à manger, elle va se développer naturellement. Ce qui est aussi répandu, c'est de mettre ses bacs, donc là, soit de billes en plastique, soit de billes d'argile, parce qu'on utilise aussi la bille d'argile, dans un récipient avec un bulleur, donc il faut apporter de l'oxygène, et avec de l'urine. Voilà, on urine dedans, ça fait de l'ammoniac et les bactéries vont avoir de l'ammoniac avec de l'oxygène et vont transformer du nitrite et du nitrate. Donc je sais plus, je crois pas avoir les. Ah si, on les a. Voilà. L'ammoniac, ça doit être NH4+. Je sais plus, je suis pas très bon en chimie. Le nitrite NO2- et le nitrate NO3-. Donc le NO3-, c'est ce qui est assimilable par les plantes. La truite, sa déjection, c'est du NH4+. Donc, il faut avoir des bactéries et leur apporter de l'oxygène pour qu'elles séparent la relation entre le N et le H et qu'elles créent une relation entre le N et le O. Une première relation NO2-, puis une deuxième relation NO3-. Ce NO3-, c'est l'engrais pour nos plantes. C'est ce qu'on veut avoir dans notre système. Et c'est à peu près neutre pour les truites, c'est-à-dire qu'on peut avoir une surconcentration en NO3-, nos truites ne vont pas être mal. Alors que dès qu'on augmente la concentration en NH4+, les truites suffoquent et meurent. Donc c'est pour ça qu'il faut le bon système, dimensionner le bon système et avoir ces familles de bactéries. Quand on augmente petit à petit ces concentrations en truites,
pour qu'elles se sentent bien dans le système. Quelles, Oui. quelles sont les cultures qu'on peut faire ou qu'il est souhaitable de faire? Parce que je suppose que toutes n'ont pas la même vertu. Les cultures de végétaux? Ouais. Voilà, donc moi, mon expérience, ce que j'aime bien faire et ce qui fonctionne très bien chez moi, c'est. Après, il y a aussi, donc il y a une grande variable, c'est l'eau qu'on met dans le système. Quand on parle à quelqu'un, c'est OK, d'où est-ce que vient ton eau? Donc, moi, ici, pour l'instant, j'utilise de l'eau de pluie. Dans le terrain que je prévois d'acheter, je vais utiliser un forage. Donc, il va falloir en effet que je teste mon eau à la compatibilité à l'élevage de poissons d'eau douce. Donc, ici, l'eau de pluie, c'est quand même problématique parce que c'est une eau qui a une dureté très basse, proche de zéro. Donc, le pH peut varier énormément. Et si un pH varie, c'est pareil, on peut tuer les poissons. Donc, voilà, il y a une grande variabilité sur ce qu'il y a dans l'eau finalement. D'où est-ce que vient notre eau et qu'est-ce qu'il y a dedans au départ. Donc moi, chez moi, j'utilise de l'eau de pluie. J'ajoute dans mon eau du fer pour éviter les carences en fer et j'ajoute du calcium pour stabiliser ma dureté. Donc je stabilise ma dureté pour éviter qu'il y ait une variation de mon pH. Et donc la variation du pH, ce que ça fait, c'est que ça empêche de faire pousser les plantes, puisque les plantes ont besoin d'un certain pH pour pousser, idéalement entre 6,5 et 7. Cette réaction chimique bactérienne qui transforme l'ammoniac en nitrate, elle fait baisser le pH. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de tester mon pH et d'avoir un pH à 5,5. Donc en pH à 5,5, les fraises, ça pousse, mais il n'y a rien d'autre qui pousse. Voilà, donc déjà, il faut avoir une bonne eau, une eau assez dure pour stabiliser le pH, et avoir un pH qui soit entre 6,5 et 7. Donc là-dedans, entre 6,5 et 7, il y a tout qui peut pousser à peu près. Donc après, il y a plusieurs moyens de production. Donc il y a la production en billes d'argile. C'est bien pour faire au fond du jardin, mais c'est pas bien pour faire en industriel parce qu'on ne peut pas avoir de grosses réserves d'eau pour vider les bacs dans lesquels on a d'autres billes d'argile. Déjà, le billes d'argile, c'est bien au fond du jardin. Moi, je l'ai testé dans un premier système, j'ai arrêté parce que mes billes d'argile étaient saturées après en déchets et se bouchaient. Donc pareil, en termes de réflexion sur l'entretien du système, moi je trouve que la bille d'argile, c'est pas un bon système. Mais par exemple, Nutrit, ils ont fait des bacs en billes d'argile, je crois qu'ils font pousser des aubergines et autres dans leur billes d'argile. Donc voilà, sur les billes d'argile, en tout cas, tout peut pousser. Donc les gens qui veulent faire de la tomate, de l'aubergine, du poivron, en général, au fond du jardin, ils passent obligatoirement par une bille d'argile. De façon professionnelle, on essaye de faire autrement. Donc après, il y a deux gros systèmes. Il y a ce qu'on appelle le radeau flottant et trois systèmes, le radeau flottant, les gouttières verticales et les gouttières horizontales. Donc le radeau flottant, c'est on a des bacs avec de l'eau au fond, donc en général entre 20 et 30 cm, et on pose du polystyrène qui flotte sur l'eau, dans lequel il y a des trous, dans lesquels on met des pots paniers, dans lesquels vont se développer nos plantes. Et donc on a les racines qui trempent dans l'eau, les plantes qui flottent. Donc là, c'est une grosse influence sur le modèle des Aztèques, hein, donc du radeau flottant. Après, on a donc les gouttières verticales, donc on a des gouttières qui sont parallèles au sol. On a donc il y a de l'eau qui se déplace en continu dedans. Un gros système qui est reconnu qui est hyper productif sur ces gouttières et donc qui fait aussi de la formation, c'est les sourciers qui sont, je crois, dans le coin de Toulouse. Donc vous tapez les sourciers, donc c'est une ferme qui n'est pas aquaponique, mais qui est hydroponique et qui fait de la formation en partenariat avec de l'eau à la bouche, qui fait lui de l'aquaponie. Et donc ils font des formations complètes sur hydroponie, aquaponie. Donc voilà la gouttière. Donc le dernier sujet, c'est, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est des gouttières verticales. Donc ça, il y a plus de choses, je pense, qui sont aux États-Unis qu'en France là-dessus. En tout cas, je connais pas de système qui se fait là-dessus. Et donc on met du goutte à goutte en haut de la gouttière et l'eau retombe jusqu'en bas et on a le stock d'eau en bas. Et donc dans la gouttière, on a les plantes qui sont voilà, perpendiculaires à la gouttière et qui se développent. Enfin, ça marche très bien ça pour les fraisiers, par exemple. J'ai vu beaucoup de systèmes comme ça en fait. Voilà, 4 systèmes. Et en radeau flottant, ce qui fonctionne le plus quand même, c'est la salade. Donc on peut voir des installations à perte de vue aux États-Unis sur tout un tas de verdure. Donc soit des salades comme on la connaît bien en France, paumée, laitue, etc. Mais ce qui se fait beaucoup, c'est du mesclun.
Donc un mélange de plein de verdure. Donc il y a de la roquette, de la moutarde, etc. Et ça se vend très très bien. Enfin, il y a une bonne rentabilité sur le mesclun. Et donc on fait ça en France couplé avec de la truite et aux États-Unis avec un autre poisson qui est plus reconnu là-bas, enfin, qui est beaucoup plus résistant à la chaleur. Parce que la truite au-dessus de 25 degrés, elle meurt, donc il y a une grosse contrainte là-dessus en France. Mais globalement, donc entre les moyens de production, eh bien, on peut faire pousser tous les légumes annuels. Donc c'est-à-dire tous les légumes, notamment fruits, les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, les concombres, et tous les légumes feuilles, donc le persil, le basilic, la ciboulette, toutes les salades, les épinards, etc. Radeau flottant, en anglais, c'est floating raft. Donc je pense que si on tape aquaponie raft sur Internet, Ouais, on va trouver les on a tout installations. de suite des cas d'aquaponie. Ouais, Et des grosses installations. Donc eux, ils posent limite une mare en aquaponie. Enfin, ils construisent un bac qui va faire 50 mètres de long, 50 mètres de large, et ils envoient leur radeau flottant là-dedans. Ils posent à un bout et les radeaux avancent petit à petit. Ils récupèrent un autre bout avec les salades qui sont prêtes à être coupées. Donc, une petite sur les avantages et les inconvénients de l'aquaponie. Donc, moi, ce que je dirais comme avantage de l'aquaponie, donc on a deux productions en aquaponie. On a de la pisciculture et on a du maraîchage hydroponique. Aujourd'hui, la pisciculture, c'est quoi? C'est on dérive un bras de rivière et on met énormément de truites dedans et on remet après dans la rivière. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on va produire de façon intensive du poisson, on va le nourrir de façon intensive pour le faire grossir rapidement et après, les déjections retournent dans la rivière. Donc c'est exactement pareil que la production intensive de porc qui va polluer les plages bretonnes et où on a des inondations d'algues. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a trop de nitrate dans l'eau. Donc, le nitrate, il vient des déjections des animaux qui est rejeté par les rivières, mais il vient aussi des déjections des animaux terrestres, mais aussi des déjections de la truite. Et donc l'aquaponie, son intérêt, c'est qu'on est hors environnement. Donc on est dans un système en boucle fermée où on va réutiliser les déchets pour faire autre chose, pour valoriser une autre production avec. Donc ça, c'est vraiment le gros plus par rapport à la pisciculture. Et donc la pisciculture, voilà, si on a un bras de rivière, on est obligé d'avoir en continu de l'arrivée d'eau. Donc il faut une source en eau, de l'eau, des tonnes et des tonnes d'eau par jour, parce que sinon la truite, elle suffoque dans ses déchets. Donc en aquaponie, on a l'eau qui revient en continu à la truite, et la truite, elle ne suffoque pas dans les déchets parce qu'on a les bactéries qui la transforment en engrais et les plantes qui consomment cet engrais. Donc l'aquaponie, c'est une solution pour augmenter énormément la production piscicole hors sol. Et Maxime, Oui. j'avais une petite question par rapport à ça, juste pour parce qu'il y a vraiment des grosses variations entre les années sur la pluviométrie en fonction des régions, des départements, et ça peut pas du coup être un énorme impact. Enfin, je sais pas, je me demandais. Pour l'aquaponie ou pour la pisciculture? Bah, enfin, les deux, juste l'approvisionnement en eau, qui est du coup hyper importante pour ton activité. Est-ce que Donc, ça peut être un problème? oui, donc en pisciculture, on détourne un bras de rivière, donc il faut en continu une eau propre et fraîche qui arrive. Donc c'est 10 mètres cubes en effet par heure qui arrivent en continu en pisciculture, je dirais conventionnelle. En aquaponie, on est dans un système en boucle fermée. Donc si le système est bien dimensionné, on ne doit pas retirer d'eau du système. Ah oui, d'accord. Voilà, Okay. donc le système il est fermé. La seule consommation d'eau, c'est l'évapotranspiration des plantes. D'accord, ok. Voilà, donc il faut remettre de l'eau dans le système en fonction de la taille de ton système par rapport à l'évaporation normale de l'eau et l'évapotranspiration des plantes. Donc moi, par exemple, là j'ai un système derrière moi où il y a 1 mètre cube d'espace piscicole dans lequel j'ai jusqu'à une trentaine de truites, et là actuellement je vais en avoir une quinzaine, qui est couplé à 12 mètres carrés en radeau flottant. Là-dessus, donc ce qui me fait un au total à peu près 3 mètres cubes d'eau. Dans mes 3 mètres cubes d'eau, en ce moment, quand le soleil tape fort, je dois remettre à peu près 100 litres sur la journée. Donc tu vois, le pourcentage d'eau, tu calcules, 100-150 litres.
On va faire 150 litres, si tu veux, pour faire un calcul rapide par rapport à 3 mètres cubes, quoi. Donc, tu vois, le pourcentage, il reste très faible. Ok, d'accord. Mon apport en eau journalière. D'accord, ok. Donc, c'est considéré dans la littérature comme reconnu que l'aquaponie, si tu compares à la production maraîchère conventionnelle, c'est 90% d'économie en eau. Donc, tu vas produire des salades en pleine terre en conventionnel, donc sur une terre à peu près morte, et des salades en aquaponie, c'est 90% d'économie en eau. Ah, c'est énorme. Ok. Voilà, donc, il y a aussi de la recherche qui est faite pour la production en terre en bio au non-travail du sol, puisque l'humus, normalement, doit retenir l'eau pour diminuer l'approvisionnement en eau par rapport à la production conventionnelle. Mais on n'arrivera pas à l'économie par rapport à l'aquaponie, puisque quand tu arroses ta terre, il y a de l'eau qui descend. Voilà, c'est pas 100% pour tes plantes. En aquaponie, c'est un système en boucle fermée, c'est bien mentionné. 100% de l'eau, elle est consommée par la plante. Merci. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent parce qu'on peut mettre ça n'importe où, sur des faibles surfaces, c'est-à-dire produire énormément sur quelques mètres carrés. Donc en aquaponie, on peut faire vivre un salaire sur 1000 mètres carrés. Là où en pleine terre, il faut plutôt 1 hectare. C'est aussi une diversification de culture, hein, puisque le poisson a même une meilleure valeur ajoutée que la salade, qui fait qu'on peut vivre sur une petite surface. Tu parles régulièrement, excuse-moi, tu parles régulièrement de mettre ça sur des toits, sur un bout de parking et autres. Enfin, donc en gros, on imagine des espaces qui ont un peu de zone à l'ombre. Et je pense à ces poissons qui vont vivre dans une eau potentiellement très chaude, en plein cagnard, t'en parlais un petit peu. Enfin, comment ça se passe? Parce que sur les gros volumes d'eau d'une rivière ou autre, l'augmentation de température est moins sensible. Mais là, par contre, sur un bac, on peut imaginer que la température monte assez rapidement. Et comment ça se passe pour les animaux, justement? En effet, il faut dimensionner le système pour qu'il n'y ait donc fermer le contact entre l'environnement et le système. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça, c'est-à-dire que les bacs, tout bac dans lesquels il y a les poissons, dans lesquels les bactéries, dans lesquels il y a les plantes, vont être totalement isolés. Donc comme je disais, on fait du radeau flottant. Au-dessus, on a du polystyrène, donc du polystyrène alimentaire dans lequel on fait pousser nos plantes. Mais toutes les autres surfaces, il y a du polystyrène qui va être là pour isoler. C'est-à-dire que l'eau est totalement isolée de l'environnement. Donc, quand on a un système qui est extrêmement bien dimensionné dans son isolation par rapport à l'environnement, avec un refroidissement naturel par les plantes, il y a des gens qui arrivent à avoir des systèmes qui, quand il fait 35 degrés pendant un mois à l'extérieur, le système ne monte pas au-dessus de 22 degrés. Alors ça, c'est à l'échelle du particulier, c'est-à-dire c'est sur du 3 mètres cubes. Mais ça doit pouvoir se dimensionner à plus grande échelle avec donc la bonne ingénierie derrière sur l'isolation des systèmes. Donc, ça signifie que tes poissons vivent dans un milieu, un environnement noir et avec un éclairage artificiel uniquement, en fait. Alors, les poissons peuvent vivre dans le noir. Moi, mes poissons, ils vivent dans le noir. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Est-ce que c'est bon ou non pour la truite de vivre dans le noir, dans le semi-noir, c'est qu'il ne voit pas directement le soleil. Mais bon, après, dans ces systèmes-là, je suis en train de réfléchir, la truite n'a pas de rayon du soleil. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais de rayon du soleil qui va taper directement sur l'eau. Et ça, c'est très important en aquaponie. Hein. Si on a des rayons du soleil qui tapent sur l'eau, il y a un développement d'algues. Donc, on a une saturation d'azote dans l'eau, de nitrate. Si le soleil tape sur l'eau, développement des algues, c'est très difficile à gérer. Donc, il ne faut jamais qu'il y ait du soleil qui tape directement sur l'eau. Après, au niveau de la truite, il peut y avoir donc, des sortes de bâches surélevées, donc au-dessus de nous. Donc, la truite est dans un milieu ombragé, mais elle a quand même, elle voit le coucher, le lever du soleil indirectement. Ça, c'est ce que je vois dans d'autres systèmes aquaponiques que j'ai pu voir. Mais on peut imaginer, donc la truite, elle est dans un bac hors sol, donc le bac, il est en hauteur. Le bac, sur toute sa surface, un bac plutôt rond d'ailleurs, parce que la truite, elle a besoin d'une eau en mouvement. Et donc, ce qui compte, c'est la surface en contact avec l'extérieur. Et la grande partie de la surface en contact avec l'extérieur, c'est les bacs de culture. Donc ça, pour quelques mètres cubes de truite, on va avoir des dizaines ou des centaines de mètres carrés de culture. Donc la clé
pour isoler notre système aquaponique de l'extérieur, c'est quand même le bac de culture. Si tous les bacs de culture ils sont isolés, globalement, je pense que le système aquaponique ne monte pas trop en température. Mais oui, il faut isoler aussi le bac de poisson. Et donc, au pire, le seul espace qui ne va pas être isolé, c'est la surface du bac de poisson. Mais sauf que le bac de poisson, il va avoir un volume énorme, donc peu de surface de contact avec l'extérieur, alors que le bac de culture, il va avoir un volume très faible, donc beaucoup de surface de contact avec l'extérieur. Maxime, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de slides après. Il est déjà 22, donc comme je vois l'heure qui passe, je me demandais bien. Oui, non, il n'y a pas de slide. Donc là, c'était l'évolution des projets aquaponiques. Ça, c'était une slide que j'avais faite pour la présenter à la métropole de Rouen, donc dans toute la France. Donc on voit un état des lieux en juin 2016 et un état des lieux 3 ans plus tard en juillet 2019. Ça, c'est à l'état de projet, tous les projets qui sont en France, qui étaient en France en 2016 et qui sont en France en 2019. Là où il y a des photos que vous voyez sur la 2019, en général, c'est des entreprises. Donc on voit notamment à Cherbourg la ferme aquaponique du Cotentin, que je connais moi personnellement, et donc dans le coin de Rouen, on voit derrière le poisson, c'est la Fada que je rencontre régulièrement, et c'est à lui que j'achète ma nourriture pour poisson et mes truites. Donc voilà, il y a quelques. On voit dans le coin de Bordeaux le petit poisson en bas à gauche, ça c'est de l'eau à la bouche, Grégory Bitton, qui était le premier à s'installer en France. À droite, on voit le rond dans lequel il y a on voit une sorte de queue de baleine bleu et vert. Ça, c'est Bioponie. Donc, c'est pareil, c'est un bureau d'études. Et c'est les gens qui sont derrière ce bureau d'études qui portent le projet Ozon. Donc, qui portent un gros système aquaponique en développement là, dans ce coin, dans le sud de la France. Et qui portent aussi de la recherche sur comment nourrir les truites à base d'insectes et donc créer une nourriture pour truites qui soit respectueuse de l'environnement. Ça, c'est les photos de mes productions au début. Donc, vous voyez, moi, j'ai une grande différence par rapport au modèle. Donc, je fais du radeau flottant, sauf que mon radeau, il flotte pas. J'ai mis des plaques en bois qui sont surélevées, donc qui ne touchent pas l'eau, dans lesquelles j'ai fait des trous à la scie circulaire, dans lesquels je pose mes poupanies. J'ai mis peu de radeaux flottants en polystyrène. Donc, on voit que les plaques, elles gondolent un petit peu, hein, puisqu'il y a beaucoup d'humidité en dessous et puis au-dessus, elles sèchent au-dessus et sont humides en dessous. Donc, elles gondolent un petit peu. Ce ne sera pas l'idéal dans un système professionnel, mais dans un système amateur, pour éviter de consommer du polystyrène, je trouvais que c'était très bien. Donc la photo de gauche, c'est des tomates, au milieu des salades et à droite des fruits. Et avec ça, je produis de la truite. Donc, je mange ma truite, je la fais cuire au barbecue, elle est délicieuse. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, c'est des données de l'Italie. Donc l'Italie fait de la recherche en aquaponie et autres. Et moi, mon contact, c'est Aurélien Tocqueville. Il a écrit un livre sur l'aquaponie qui est un livre professionnel et qui nous apporte toutes les bases techniques sur les moyens de production, les poissons. Donc, si vous voulez avoir des bonnes bases en aquaponie et beaucoup plus loin que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est bien de partir sur la lecture dessus. Et c'est tout pour moi. Ah bah merci. Tu peux peut-être arrêter le partage d'écran qu'on voit un petit peu nos têtes. J'ai arrêté le partage d'écran. Ouais. Voilà. Je sais pas si, du coup, vous avez tous coupé vos caméras. On peut revenir. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être un petit tour de questions si vous en avez. Et puis après. Je serais intéressé pour voir, du coup, de faire le petit tour. Je ne sais pas si tu peux, Maxime. Exactement, je vais le faire. Donc, je vais me connecter à partir de mon téléphone portable. Donc, j'en ai pour une petite minute. Je vais me rejoindre sur mon téléphone. Ok. Si on fait de la pisciculture comme ça, on a aussi toute la gestion des alevins, le remplacement des truites, etc. Comment ça se passe, ça? Donc, tous les gens que je connais qui font de l'aquaponie et voir des gens qui font de la pisciculture, hein, j'ai rencontré des gens qui faisaient, par exemple, de la pêche en étang de truites. Personne ne fait de la reproduction. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la reproduction. Et donc, on leur achète des truites de différentes tailles en fonction de nos attentes, de notre prix. Donc, moi, je me base sur les habitudes d'approvisionnement de la FADA, la ferme aquaponique de l'abbaye, qui exploite donc à 30 km de là où je suis. Et donc lui, il achète de la truitelle à 100 grammes. Et donc quand il s'en achète, je lui en achète quelques-unes en même temps pour approvisionner donc moi mon mètre cube dans lequel je laisse entre 10 et 30 truites.
Moi, j'ai aussi une petite question plus personnelle, pour savoir un petit peu où est-ce que tu en étais au niveau de ton projet. Ouais, le projet, moi j'ai le projet de m'installer un jour en tant qu'agriculteur depuis que je suis rentré en France, donc depuis 2 ans. Ça fait 1 an que j'ai identifié un maraîcher qui exploite en conventionnel dans le village de mes parents, qui veut partir à la retraite. Donc là j'étais en finalisation avec lui pour racheter ce qui m'intéressait, c'est-à-dire un hectare de terrain sur lequel il y a un forage, donc un approvisionnement sécurisé en eau, 3 bâtiments, environ 800 mètres carrés de bâtiments, 1200 mètres carrés de serre. Donc moi, j'avais déjà prévu, je pose ma culture hors sol de salade dans telle serre, couplée à mes truites qui seront sous tel bâtiment, voilà, protégées de l'impact du soleil sur mes bacs à truites, parce que sous un bâtiment qui est fermé. Et donc bien isoler mes bacs de culture pour qu'eux, ils soient dans une serre chaude, mais ils ne chauffent pas trop. Enfin voilà, j'avais tout mon système. Bon, là, ça va prendre, je pense, quelques mois en plus. Là, j'ai 150 pieds de tomates chez mes parents. Je pense que d'ici 15 jours, je vais commencer à vendre quelques tomates. Donc, mon objectif, c'est de produire 1 tonne cette année, cet été. Et donc là, d'ici quelques jours, je vais commencer à vendre des tomates aux restaurateurs de la région de Rouen. Donc là, je m'installe en entreprise individuelle, en EI. C'est l'équivalent de l'auto-entrepreneur. Donc pour le monde agricole, c'est entreprise individuelle au micro BA. Donc ça, c'est la partie fiscale en tant que cotisant solidaire sur la partie sociale, que je veux monter à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand j'atteins ce seuil, j'ai mon cousin qui habite dans le village d'à côté qui se joint à moi. Et là, on crée une société. Une entreprise agricole à responsabilité limitée. Et donc, il y a un intérêt à essayer d'espacer le temps de création de cette société parce que il y a une comptabilité simplifiée. Donc là, je suis en comptabilité simplifiée comme les autres entrepreneurs. Après, il y a une comptabilité au réel. Donc voilà un petit peu. Donc moi, j'ai déjà déposé le nom de la société. Ça s'appelle la ferme d'Annie, D'_ANIE. J'ai créé, qui vient du mot aquaponie, hein, la première lettre et les 3 dernières lettres d'aquaponie. J'ai créé le Facebook et l'Instagram il y a 2 semaines. Sur ce terrain, 1 hectare, l'idée, ça va être vraiment de diversifier la production, planter des arbres fruitiers, pommes, cerises notamment, un petit peu d'autres, planter des arbustes, framboises, myrtilles, groseilles, etc. Et après, donc ça, c'est sur les cultures, on va dire, pérennes, qui restent tous les ans. Et après, toutes les cultures annuelles qu'on connaît du monde du maraîchage ou du jardinage. Une quarantaine de produits différents, des tomates, des aubergines, des poivrons, etc., des salades, persil, basilic, ciboulette, de la carotte, de la betterave, du navet, de la betterave, ouais, c'est ça, bon, du radis, voilà un petit peu, du petit pois, comment ça s'appelle, des haricots verts, voilà un petit peu ce que je vais produire. Donc tout ça, enfin, tout ce qui est les légumes, comme j'ai dit, fruits et racines en pleine terre, en maraîchage sol vivant, et tout ce qui est aromatique, potentiellement herbes médicinales, toutes les feuilles en aquaponie avec de la truite. Avec ça, 2 demi-journées de livraison. Donc on est 2 full-time, mon cousin et moi. On fait 2 demi-journées de livraison par semaine aux professionnels, que des professionnels en livraison, restaurateurs et épicerie, et vente à la ferme le samedi matin pour les particuliers. On va poser un laboratoire de transformation, donc notamment pour, à partir de truites, faire des filets de truites fumées. Comme je vous disais, la truite, ça se vend 12-15 euros le kilo. Le filet de truite fumée, ça se vend 50 euros le kilo. Pour faire, par exemple, donc on va vendre de la fraise, faire de la confiture de fraises avec les invendus, puis pouvoir en vendre toute l'année. Faire du jus de tomate, qui est un produit pour moi qui va être d'appel, parce que tout le monde en veut, c'est hyper attractif, les bars, les restaurants, voilà, un super jus de tomate de qualité certifié bio. Donc, dès que je fais l'acquisition du terrain, je lance la certification bio pour tout ce qui sera en pleine terre, et donc de la soupe. Donc mes tomates, mes patates, mes carottes, etc., certifiées bio, mon jus de tomate et mes soupes certifiées bio. Voilà, donc là, vous avez tout le projet tel qu'on l'a construit. Et qu'est-ce qui se passe l'hiver, en fait? La production, comme une production maraîchère, est
au ralenti, c'est plutôt l'entretien des cultures, des installations et le poisson, pas de renouvellement de poisson à ce moment-là, ou au contraire, tu peux envisager une production hivernale aussi? Bah, clairement, pour le poisson, c'est l'hiver que ça fonctionne le mieux, puisque la truite aime le froid. Donc, il y a aussi cette variable-là de densité. Donc, en production raisonnée de truite, on est à 20 kg par mètre cube. Et 20 kg par mètre cube, ça te fait tourner voilà, beaucoup de salades. Mais du coup, tu peux te dire que bah, en hiver, tu vas mettre à fond. Donc, si tu veux rester en production raisonnée, 20 kg par mètre cube. Si tu veux être en production intensive, tu peux monter à 100 kg par mètre cube. Donc là, tu tournes à fond sur la truite. En été, tu vas diminuer un petit peu. Tu vas peut-être être à 10 kg par mètre cube pour être sûr que bah, tes truites, elles aient, même si ça monte en température, comme elles sont moins, il y a plus d'espace et plus d'oxygène par truite, et elles vont certainement se sentir mieux. Donc clairement, pour la truite, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est l'hiver. Après, ta salade sous serre, elle pousse l'hiver. Et ta gestion de la culture en plein champ, elle te permet d'avoir du légume. Donc, notamment, si tu gères bien ta plantation de patates, de carottes, etc., de tout ce qui va être dans la terre. Parce que dans la réflexion, ton meilleur des frigos, c'était ta terre, quoi. Donc après, quand ça a poussé à l'automne, ça se met en végétation. Enfin, ça bouge plus, quoi. Ça reste là. La carotte, elle va plus grossir, mais elle va pas dépérir, elle va rester là. Donc la salade, tu en as toute l'année, c'est 12 mois de l'année. Et puis bah, de la tomate, tu en as, si tu gères bien la production, moi je pense que je peux en avoir de fin mai jusqu'à fin décembre. Et puis bah, de la carotte, tu peux en avoir toute l'année si tu gères bien ton stock en terre. Donc il faut que de septembre, octobre, novembre, la terre, il n'y ait pas un mètre carré qui soit inutilisé, quoi. Tout est rempli et après tu récoltes au fur et à mesure de tes besoins, de tes ventes. Pas mal, pas Voilà. mal. Moi, je suis Et habitué donc à là, la famille agriculteur qui oui. en congé justement pendant l'hiver, quoi, où ils sont tranquilles, ils font leurs travaux, ils s'occupent de leur maison. Enfin, non, toi, tu vas t'occuper toute l'année, quoi, j'ai l'impression. Oui, donc après, on va quand même être au ralenti entre, je pense, le 15 décembre et le 15 janvier. L'idée, c'est d'être un mois tranquille, donc on va toujours avoir de la truite. Voilà, après, tu gères la truite, tu la récupères à 100 grammes, il faut 3 mois pour la passer à 300 grammes à peu près. Et à 300 grammes, donc c'est la truite portion que tu peux vendre au restaurateur, etc. Si tu veux faire du filet, il faut la passer plutôt à 400 grammes. Et là, tu fais 2 filets dedans d'à peu près 100 grammes que tu fumes et voilà, que tu vends sous vide, c'est nickel pour l'apéro. Donc tu sais que par exemple, mi-décembre, mi-décembre, tu vas éclater ton stock de truite, tu vas tout préparer, tu vas faire de la truite sous vide. Ça a 50 jours de DLC à peu près, de la truite sous vide. Tu vas la vendre aux épiceries mi-décembre et là dans tes bacs tu remets de la truitelle, de la petite truite. Et donc là, bah, faut la faire grossir. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de la nourrir. Voilà, tu n'as rien d'autre à faire. De toute façon, si ton système il est stabilisé. Là, au début, je checkais pH et électroconductivité tous les jours. Maintenant, je check tous les 15 jours et c'est stable, quoi. J'ai toujours un pH entre 6,5 et 7. Donc voilà, le système, au début, il faut y faire très attention parce que sinon, tu peux tuer tout ton cheptel de truite bah, du jour au lendemain. Hein, ça va vite. Mais après, quand ton système il est solide, il n'y a plus trop de variations. Il faut juste mettre de la nourriture tous les jours, entre tous les jours et tous les 5 jours, puisque j'entends des gars qui nourrissent que les 3, 4, 5 jours. Mais par contre, je pense que la plupart des agriculteurs qu'on connaît aujourd'hui, ils utilisent du tracteur. Voilà, c'est des grosses installations. Moi, je pars plutôt dans une production qui va être 100% manuelle. Donc, le travail du sol, il va se faire à l'agrolinette, si tu vois ce que c'est. Voilà. Et puis, de toute façon, tu ne passes pas un tracteur dans ton système aquaponique. Hein, tu es à la main et tu viens semer tes salades, récolter tes salades, mettre tes poissons, nourrir tes poissons et puis récolter tes poissons. C'est pas tout à fait le même modèle d'agriculture que ce que la France a développé jusqu'à aujourd'hui, je pense. Oui, c'est pas plus mal. Et donc voilà, c'est en effet une agriculture où eh bien, la majeure partie des intrants viennent de la ferme ou du coin. C'est-à-dire que moi, mes intrants, ça va être de la truite qui est reproduite à côté en Normandie. Pour l'instant, le seul intrant qui est négatif, c'est la nourriture pour truite.
Mon intrant pour la terre, ça va être le fumier du haras d'à côté, le compost de la déchetterie d'à côté. Les graines, je vais en produire une partie sur la ferme et puis je vais en acheter à une production de graines d'à côté. Il ne va pas y avoir d'intrant en pétrole puisque je vais pas, ou très peu, puisque je vais très peu utiliser ou pas utiliser de tracteur. Il ne va pas y avoir d'intrants en pesticides, fongicides et engrais puisque j'en veux pas. Et donc, moi, mes intrants en pesticides, fongicides et engrais, ça va être de l'ortie que j'ai récoltée dans la forêt d'à côté et de la consoude ou de la prêle que je vais produire sur mon exploitation pour faire du purin d'ortie, de prêle et de consoude. Et enfin, voilà, c'est ce que je fais chez moi. Donc, moi, je balance sur mes tomates du purin d'ortie, de la concoction d'ail, du bicarbonate de soude et du savon noir pour les traitements fongicides et l'engrais. Le purin d'ortie, c'est un engrais azoté. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Donc là, si je vous montre un petit peu en face de moi, donc, on a construit cette serre-là en février, mars-avril 2019. Et donc là, on voit dans la serre, elle est séparée en deux. Il y a 50% à droite, c'est de la pleine terre, et 50% à gauche, là, c'est mon système aquaponique. Donc en pleine terre, on a construit des bacs en bois qu'on voit à peu près, je pense, je ne sais pas si je peux voir mon... Ah ouais, voilà. Donc on voit des bacs en bois. On a surélevé par rapport au sol, et puis on a mis de la terre, du compost, du fumier de cheval, du terreau. Et là, au sol, on a posé du broyat de bois qu'on a récupéré de gens qui font de l'élagage. On l'a posé aussi au sol, au-dessus de notre terre, pour éviter de marcher sur de la terre et qu'on pousse des mauvaises herbes. Là, on a une cuve d'eau, puisqu'on approvisionne nos tomates en eau goutte à goutte. Et donc là, il y a le goutte à goutte qui va sur nos tomates. Donc là, si on regarde les tomates, j'ai une quinzaine de variétés ici. Donc là, elles sont déjà prêtes. Hein. On a commencé, ça fait 2-3 semaines qu'on commence à en manger. Là, il y a de la délice d'or qui vient de Cocopelli. Là, j'ai de la cœur de bœuf. Voilà, on voit les tomates cœur de bœuf. Là, il y a de la marmande, de la noire de Crimée. Voilà, on voit les pieds. On voit les pieds là ça c'est de la cœur de bœuf, ils font 2,50 m. Donc là, je suis à taille. Hein. Les pieds, ils font tous ma taille. Voilà, il y a des pieds que j'ai mis plus tard. Là, il y a de la cornue des Andes qui est en train de se préparer. Là, il y a de la bicolore qui vient de la ferme de Saint-Marthe. Ça vient de la ferme de Saint-Marthe aussi. C'est un très bon fournisseur de graines bio, la ferme de Saint-Marthe. Pour ceux qui veulent de la bonne graine, je le conseille. Donc voilà, là, il y a 67 pieds de tomates sur un espace au sol qui fait à peu près 10 mètres carrés. Et là, il y a un autre espace de 10 mètres carrés. Donc, on avait fait de la patate en terre, on les a récoltés, on est en train de les manger. Et donc là, on a remplacé. Donc là, j'ai quoi là, juste là, j'ai du haricot vert. Je ne vous ai pas montré, mais il y en a aussi sous les tomates. Là, il y a du cornichon qu'on commence à récolter petit à petit. Donc là, vous voyez le blanc dessus, c'est de l'oïdium. Et là, j'ai planté des poivrons, notamment des poivrons. Donc là, on voit ça, c'est des pieds de poivrons qui sont en train de pousser et il y a un petit peu d'aubergine. Voilà pour ici. Et donc là, il y a 2 gros pieds de courgettes qui sont mes mastodontes. Ils font à peu près 10 fois plus gros que les mêmes pieds que j'ai plantés en même temps en extérieur. Et donc là, on peut voir une petite courgette ici. Ça pousse très très bien. Voilà pour la partie en pleine terre. Et donc à côté, j'ai mon système aquaponique. Donc là, j'ai 2 bacs de 500 grammes. Donc j'ai acheté, je crois, genre 50 € à Castorama des récupérateurs d'eau que j'ai couplés ensemble. Donc on voit que ce bac-là, c'est le bac où il y a des truites qui est haut. Légèrement en dessous, il y a celui-là. Donc je ne sais pas si on va voir, on ne va pas voir. Donc l'eau descend par gravité. Donc là, si je lève légèrement ça, voilà, l'eau elle descend par gravité ici. Et là, je la fais arriver à 90 degrés, ce qui fait un cercle, enfin une rotation de l'eau. Donc l'eau est en rotation et donc il y a les truites qui peuvent se balader toujours dans un système en flux continu. Donc là, avec ce système-là, je vais chercher l'eau au centre, en bas du bassin, pour aller chercher les déjections. Donc l'eau monte dans ce tube et par là dans mon bac de gauche. Donc,
l'eau tournant dans le bassin et avec le bulleur qui est au milieu, il y a aussi un système de rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, ce qui fait que toutes les déjections se concentrent en plein milieu et remontent naturellement ici. Et donc, d'ici, ça tombe dans ce bac-là. Donc, ce bac-là, c'est mon point bas dans lequel j'ai une truite qui est arrivée, mais sinon, normalement, il n'y a pas de truite, il y a juste ma pompe. Et c'est mon bac de variation de l'eau. Donc, tous mes bacs ont un niveau d'eau constant, sauf ce bac-là. Donc, c'est ici que je vois où il y a ma diminution en eau, et c'est ici aussi que je ravitaille en eau. Et donc, de ce bac-là, la pompe, elle envoie dans un premier bac. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Je pose le téléphone une seconde. Voilà. Alors, si ça bien. Donc là, j'ai un premier bac de décantation donc, dans lequel il y a juste l'eau qui retombe et donc les matières lourdes, donc les déjections qui sont ramenées par une grosse pompe, hein, tombent au fond. Et là, j'ai construit une. Donc c'est des fûts là que j'ai récupérés dans une industrie, hein, les fûts bleus, vous les voyez, où j'ai fait un trou dedans moi-même. J'ai fait que des trous dedans. Donc là, j'ai mis des trucs en caoutchouc pour isoler. Tout ça, c'est du fait maison. Et donc là, je peux récupérer. Donc pareil, j'ai un système à l'intérieur qui me fait récupérer les matières lourdes avec ça. Donc du déchet de poisson concentré avec lequel je vais aller arroser de temps en temps mes tomates et toutes mes productions internes. Donc là, c'est un premier bac. Hop, je vais passer là. Voilà, donc de ce premier bac, j'envoie dans un deuxième bac. Je les ai ouverts il y a très longtemps, dans lequel j'ai ce qu'on appelle des tapis japonais. Donc l'eau, elle arrive à droite et de temps en temps, il y a encore des déjections qui passent dessus. Et donc quand elle passe à gauche, donc là, on voit beaucoup de moustiques à la surface. L'eau, elle est propre. Donc l'eau, à partir de là, quand elle sort de là, elle est toute propre. Il n'y a plus de particules qui tombent dans ce troisième bac. Et dans ce troisième bac, donc je mets des bâches pour éviter que le soleil tape dessus, puisque c'est mes seuls bacs qui sont vraiment à l'exposition, ils sont à l'extérieur. Et donc vous voyez que j'ai mis un petit polystyrène autour de tous mes bacs. C'est là-dedans que j'ai mes billes. Donc j'apporte de l'oxygène avec un bulleur, et ça, c'est les billes sur lesquelles se développent naturellement les bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrate, en engrais pour les plantes. Et donc là, ça sort ici par ici. Donc là, j'ai un système, je ferme la vanne, j'ouvre là, c'est un système pour les poissons en boucle fermée, je ferme les plantes, je ferme là, j'ouvre là, j'envoie aux plantes. Donc, les poissons en boucle fermée, j'envoie aux plantes. Et donc les plantes, donc là j'ai 10 mètres carrés de bac. Je ne vais pas aller trop loin jusqu'au fond du bac parce que je vais être trop loin du Wi-Fi et je ne vais plus capter. Mais du coup, vous voyez là-bas, j'ai tout au fond des salades qui sont montées en graines. Je vais récupérer de la graine de salade, j'ai de la batavia, de la feuille de chêne, etc. Après, là, j'ai différentes herbes aromatiques, basilic citron, basilic pourpre, ciboulette, ciboule, la sauge médicinale, etc. Juste devant, j'ai un petit peu de salade. Là, j'ai donc tomates cerises avec quelques carences. C'est un peu le problème de l'aquaponie. On développe assez facilement des carences, du coup, notamment pour les légumes fruits. C'est pour ça que je déconseille. Enfin, moi, je n'ai pas une très bonne expérience de la tomate en aquaponie. Là encore de la salade que je viens de remettre, donc elle fait un petit peu la tête. Et là, mes fraisiers. Et pour moi, c'est la plus grosse réussite, c'est vraiment les fraisiers. On voit un beau vert. Et donc, c'est que des gourmands que j'ai récupéré de fraisiers en terre que j'ai mis en aquaponie. Et ça nous donne des fraises depuis au moins 2 mois avant la terre, donc depuis je ne sais plus quand. Je pense que fin avril, on a eu nos premières fraises. Et ça fait des fraises très grosses. Hein, donc, je ne sais pas si on peut voir des fraises. Voilà, ça fait des très belles fraises, vous voyez, par rapport à mon pouce, qui sont délicieuses. Et donc là-dedans, j'ai mis un peu de menthe. Là, on voit des feuilles de menthe, Il doit y avoir, là, il y a de la, comment ça s'appelle, la fleur violette, je trouve plus le mot. Lavande, non? C'est pas ça?
La lavande, exactement. Voilà, donc je mets de la menthe et de la lavande parce que mes fraises ont été infectées de pucerons. Et donc en traitant comment ça s'appelle, au savon noir, au purin d'ortie, à l'ail, etc. Avec la lavande et la menthe qui sont dans les fraisiers, ça a fait fuir les pucerons. Voilà un petit peu. Et donc là, je vous montre aussi le deuxième bac dans lequel il y a un petit peu plus que de truites. Donc là, je suis en train quand même de baisser en quantité de truites. J'en mange et j'en remets pas parce que je sais que la température va augmenter et donc que les truites vont avoir de plus en plus de mal. Je sais pas si on peut, on les voit un petit peu. Il faudrait que j'arrête ça. Aïe, je me fais mordre. Voilà. On les voit passer. Donc là, c'est des truites qui font entre 4 et 600 grammes. Donc elles sont bonnes. Au barbecue, c'est nickel. En tout cas, merci Maxime de nous avoir fait découvrir tout ça. Je me permets de couper un peu parce que le temps passe vite. Ouais, Déjà 20h. On a bien fait là. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Maxime Loire, L-H-O-I-R. Et vous pouvez suivre sur Facebook et Instagram La Ferme d'Annie, D'_ANIE. Et vous pouvez envoyer des messages à La Ferme d'Annie. C'est moi qui est derrière. Donc je pourrais vous répondre. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour la participation. Merci encore Maxime, c'était top. Tu disais que tu n'étais pas préparé, mais un beau PowerPoint et une belle visite, donc c'était super intéressant. Donc, merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Maxime si vous avez besoin. Et si vous aussi vous avez une passion ou quelque chose comme ça, et que vous voulez animer un apéro, n'hésitez pas à vous tourner vers moi. C'est moi qui organiserai tout ça pour la rentrée. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tout le monde. pour la visite et les explications complètes. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.